nutrition une arme contre l'inflammation chronique. Bon, tout d'abord, parlons de l'inflammation. Qu'est-ce que c'est une inflammation? Donc, il faut bien faire la distinction entre une inflammation aiguë et une inflammation chronique. Donc, l'inflammation aiguë est une protection pour notre organisme, c'est-à-dire il nous protège contre des infections, contre des blessures, des irritations chimiques. C'est aussi un outil de réparation, donc c'est un outil de réparation de dégâts tissulaires. Et donc, l'inflammation en telle est une nécessité vitale, pourvu qu'elle soit donc passagère, c'est-à-dire contrôlée dans le temps. Et dans ce cas-là, donc, on a besoin d'inflammation pour survivre. Tout au contraire de l'inflammation chronique qui, à elle, donc, est délétère. Donc, elle ne répare rien, tout au contraire. Donc, elle détruit le tissu, en fait, et est à la source des maladies chroniques ou inflammatoires chroniques. Donc, en tout état de cause, donc, il faut essayer de limiter ou d'éviter l'inflammation chronique. Donc, quelles sont les causes? Donc, il y a bien sûr des causes externes, comme par exemple des expositions aux substances toxiques, soit au domicile ou au travail. On peut avoir des infections virales, bactériennes ou mycoses, surtout des infections froides, donc qui persistent. Il y a un stress oxydatif, donc c'est clair que si on fait en permanence, pour les sportifs par exemple, des exercices excessifs, donc ça fait un stress oxydatif et c'est une cause d'inflammation chronique aussi. Et bien évidemment, donc une alimentation inappropriée puisqu'on mange chaque jour et souvent donc on mange des choses dont on est intolérant. Il y a des causes internes comme par exemple l'obésité qui elle-même est un facteur pro-inflammatoire. On peut avoir une dysbiose intestinale, donc un microbiome qui est perturbé, qui peut provoquer une inflammation chronique. Il y a des facteurs génétiques qui peuvent donc prédisposer à une réactivité plus importante. Et bien sûr, le stress psychique peut aussi être un facteur pro-inflammatoire. Donc, mais ce qui est important, c'est que l'inflammation chronique peut succéder à une phase aiguë. C'est-à-dire, on peut avoir, par exemple, un dégât suite à une blessure ou une infection qui est réparée, mais le système, le tissu est sensibilisé. Et après, donc, les complexes humains peuvent se coller dessus et donc générer donc une inflammation chronique puisqu'elles sont détruites localement. Quelles sont les conséquences d'une inflammation chronique? Il y a bien sûr un effet sur les neurotransmetteurs. Donc l'inflammation a un impact important sur le cortisol. Donc au début, on a une augmentation du cortisol parce que le cortisol, c'est l'anti-inflammatoire endogène. Donc, mais après, donc surtout si on est en état prolongé, on peut aussi avoir une fatigue surrénale et donc un cortisol qui devient tout à fait bas. Pour tous les autres, l'inflammation chronique donc, est dépressive donc pour le DHEA, pour la dopamine, pour la noradrénaline, l'adrénaline et la sérotonine. Donc il y a des taux plus bas chroniques donc, en cas d'inflammation chronique, avec donc des problèmes sur la fonction thyroïdienne, sur la sérotonine, sur la mélatonine, sur la perméabilité de la barrière hémato-encéphalogique. Il y a des carences en micronutriments qui s'installent et il y a une augmentation de la libération du glutamate qui aussi fait donc des problèmes au niveau du cerveau. Il y a un cas spécial qui est le gluten et la caséine qui peuvent donc libérer des exorphines, donc notamment des gliadorphines et des casomorphines, qui vont se fixer sur les récepteurs opioïdes et vont effectuer donc les mêmes effets que la morphine tout court. Donc on a donc ces exorphines qui peuvent se superposer à l'inflammation chronique et comporter donc et promouvoir donc une dégradation plus grave des symptômes. Donc ces exorphines, on peut les doser aussi, donc on peut les doser dans les urines avec le test qu'on appelle UriPep. Vous trouvez toutes les spécifications du test sur notre site. Deuxième conséquence, un vieillissement prématuré.
Donc l'inflammation chronique donc, va endommager les cellules, notamment les mitochondries, on va le voir plus tard, et donc va donc promouvoir la formation de cellules sénescentes. Donc ces cellules sénescentes sont des cellules qui travaillent plus correctement et qui eux-mêmes donc relâchent des médiateurs pro-inflammatoires pour après devenir ce qu'on appelle des cellules zombies, donc qui eux sont encore plus inflammatoires. Donc c'est un process vicieux en fait qui s'installe. Donc et pour le bloquer, il faut bloquer l'inflammation chronique et bien sûr enlever les aliments pro-inflammatoires. Donc prochaine conséquence, c'est le dysfonctionnement mitochondrial. Et donc, si les mitochondries ne travaillent plus correctement, donc, ça veut dire que les organelles qui produisent de l'énergie ne sont plus fonctionnels, va nous amener à des maladies cardiovasculaires, un dysfonctionnement immunitaire, le stress oxydatif, l'inflammation chronique, donc des cellules sénescentes. Ça va contribuer aux maladies auto-immunes, les maladies métaboliques, comme le diabète, et aussi donc, la dépression. Donc, chacun nous dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau alimentaire? Bon, il faut appliquer une alimentation anti-inflammatoire. Mais qu'est-ce qu'une alimentation anti-inflammatoire à la fin du compte? Donc, j'ai recherché un petit peu pour trouver des définitions. Et en fait, j'en ai trouvé une seule qui était plus ou moins satisfaisante, et c'était celle-ci des hôpitaux universitaires de Genève, donc à la fin de l'année dernière, qui disent qu'il n'y a pas de définition exacte d'une alimentation anti-inflammatoire, mais qu'elle inclut généralement donc, des éléments des régimes méditerranéens et d'Okinawa. Donc, le premier met son accent sur les légumes, les fruits, les poissons et l'huile d'olive. Le second, donc originaire du Japon, se caractérise plutôt par une consommation importante de fruits et de légumes et l'absence de produits laitiers et de viande rouge. Donc, et en cas d'inflammation chronique, il conseille l'adaptation d'un régime méditerranéen qui permet de consommer du tout avec modération. Bon, honnêtement, je trouve que c'est une définition un petit peu bizarre et certainement pas satisfaisante. Donc, et en plus, donc c'est une, bon, en fait, c'est une recommandation qui dit rien du tout et qui est identique pour tout le monde. Et moi, je suis d'avis qu'on a besoin donc de recommandations plus personnalisées. Donc, en général, ce que ça implique ici, c'est un apport en antioxydants et de fibres, en fait, pour lutter l'inflammation, mais à mon avis, ce n'est pas satisfaisant. Parce que ça ne l'enlève pas, en tout cas, ce qui est clair, ça n'enlève pas l'inflammation. Donc, peut-être ça l'atténue un petit peu, mais ça ne l'enlève pas. Donc, pour moi, il y a un besoin de recommandations personnalisées. Et c'est là où l'immunonutrition prend son rôle. Donc, l'immunonutrition étudie les capacités immunitaires de chacun à tolérer tel ou tel aliment et les moyens d'augmenter les tolérances propres, tout en intégrant les effets bénéfiques de certains aliments avec des propriétés dites anti-inflammatoires. En fait, c'est en premier lieu une approche personnalisée et de ce fait, nous contrôlons donc un paramètre essentiel de la bonne santé, notamment l'inflammation chronique. Et l'immunonutrition est une approche personnalisée qui met le patient au centre de l'intérêt et non pas la maladie. Donc ça, c'est la grande différence de tout autre traitement qui est généralement appliqué. Donc, quels sont les aliments qu'il faut absolument éviter? En fait, en premier lieu, à mon avis, c'est le sucre, parce que le sucre, donc, il va être en excès, va être transformé en acide gras et donc va être déposé dans les dépôts de graisse, ce qui nous amène à une obésité. Et comme on avait déjà vu auparavant, l'obésité est un facteur pro-inflammatoire en soi. Donc, à mon avis, le sucre, c'est le pire. Le deuxième effet du sucre, c'est son rôle dans la genèse du cancer. Donc, en général, donc, le sucre, il est oxydé, c'est-à-dire il nous amène à une molécule de sucre nous donne 36 ATP, tandis que si le sucre il est fermenté, et c'est le cas donc pour les tumeurs, il nous apporte que 2 ATP, c'est-à-dire
Une cellule tumorale donc, a besoin de 20 fois plus de sucre qu'une cellule normale. Et donc, en d'autres termes, la cellule tumorale dépend du sucre. Donc, ce qui veut dire que la cellule tumorale donc, va développer plus de récepteurs d'insuline, donc elle va aussi donc, augmenter la vascularisation pour amener plus de sucre. Et donc, à la fin du compte, si on n'a pas assez de sucre, donc il y a le catabolisme de l'organisme qui s'installe. Et tout ça contribue à la prolifération de la tumeur parce que la fermentation du sucre va générer de l'acide lactique, et cet acide lactique va faire donc une dégradation de la matrice qui facilite donc comment ça s'appelle déjà donc que les cellules tumorales puissent se disperser dans le corps et avec un pH abaissé, donc le système immunitaire ne va plus l'attaquer. Donc le sucre est un moteur pour la prolifération d'une tumeur. Autre aliment effectivement à éviter, c'est les acides gras insaturés trans. Donc c'est des acides gras qui ont au moins une double liaison, mais en position trans, c'est-à-dire c'est une molécule droite aplatie et non pas incurvée comme les 6. Et c'est des produits qui sont naturellement présents donc, dans les ruminants ou dans les ruminants. Et en général, donc, dans nos aliments transformés, ils sont donc produits par l'hydrogénation des graisses. Et donc, il faut effectivement essayer d'éviter les produits transformés comme les pâtes à tartiner, les viennoiseries, les margarines, les plats préparés. Parce qu'ils ont un effet stimulant sur l'IL-6, qui est une interleukine pro-inflammatoire, ainsi que le TNF-alpha. Et on estime que ça devient dangereux à partir d'un apport énergétique de plus de 1,5%. Les acides gras saturés, eux, ils ont une mauvaise réputation, mais celle-ci provient plutôt des anciennes études, principalement menées par l'industrie pharmaceutique, donc qui voulait donc vendre les statines, et donc parce qu'ils disent que les acides gras augmentent la proportion du mauvais cholestérol, c'est-à-dire des LDL. On les trouve dans l'élevage, le beurre, le fromage, les graisses animales, l'huile de coco et l'huile de palme, mais les nouvelles études montrent que ce n'est pas si grave que ça, tout au contraire que ça peut être même bénéfique. Donc là, on a une étude qui a été menée sur 18 pays, sur 130 335 individus, et donc a essayé de trouver une association des acides gras et hydrates de carbone donc, sur les maladies cardiovasculaires et la mortalité. Et donc là, on a trouvé, en fait, que un apport plus élevé en glucides a été associé à pardon, vous me voyez là? Allô? Oui. Vous voyez elle est là, la publication? La présentation, oui, on la voit. Pardon? On voit la présentation, oui. Ok, pardon. Donc j'ai mis une mauvaise manipule. Donc il y a un apport donc, plus élevé en glucides, donc a été associé à un risque accru de la mortalité totale. Donc comme je disais, le sucre, c'est pas bon. Par contre, l'apport en matière grasse totale et par chaque type de matière grasse a été associé à un risque plus faible de la mortalité totale. Et en plus, donc, un apport plus élevé en graisse saturée a été associé à un risque plus faible d'accident vasculaire cérébral. Donc, ça veut dire que les graisses saturées ne sont pas si mauvais qu'on le pense parce que, effectivement, donc, on en a besoin dans nos cellules. Voilà, les graisses totales et les graisses saturées et insaturées n'étaient pas significativement associées à un risque d'infarctus du myocarde ou de la mortalité des maladies cardiovasculaires. Puis donc, on a les acides gras polyinsaturés comme les oméga 3 et les oméga 6.
Les oméga-6 sont en général catégorisés comme pro-inflammatoires, mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement le cas. Ce qui est, c'est qu'effectivement, les acides gras oméga-6 font partie de la cascade pro-inflammatoire, mais ce n'est pas qu'eux-mêmes soient pro-inflammatoires. Mais on en a besoin justement donc, pour faire des leucotriènes, mais ceci aussi dans une réaction inflammatoire classique ou aiguë. Donc, mais en soi, l'acide gras oméga-6 n'est pas pro-inflammatoire ou n'induit pas une inflammation, mais c'est une molécule qui est nécessaire dans le processus d'une inflammation. Et les acides gras oméga-3, effectivement, eux, ont un effet anti-inflammatoire parce qu'ils provoquent donc les lymphocytes T, la différenciation des lymphocytes T en T régulateurs donc c'est effectivement donc des lymphocytes anti-inflammatoires. Voilà, et là, donc, il faut quand même faire attention un petit peu au taux qu'on mange. Et là, donc, c'est la génétique qui entre en jeu. Et là, par exemple, on voit un polymorphisme sur l'HDL, donc les apoprotéines A1. Et ce qui est intéressant, que ce polymorphisme est spécifique pour les femmes. Donc, dans les hommes, il n'a aucun effet, mais dans les femmes, il a quand même un effet très important. Et il faut savoir que le type sauvage, donc le type GG, est présent dans 70% des femmes. Et celui-là est associé à une valeur plus élevée en HDL, donc c'est bon. Par contre, si on consomme trop d'acides gras polyinsaturés, ça va diminuer le taux d'HDL. Par contre, le type AA, donc la type variante, qui est l'homozygote, qui est présente dans 3% de la population, les autres sont des hétérozygotes, on a des valeurs abaissées d'HDL au départ. Par contre, on profite énormément d'un apport d'acides gras polyinsaturés pour une augmentation du taux d'HDL. Et là, vous voyez donc les courbes. En fait, ils sont plus ou moins identiques pour l'ApoA1 et l'HDL, donc en fait, c'est normal parce que ça va ensemble. Mais si vous voyez la première colonne, donc c'est le type GG avec un apport polyinsaturé en dessous de 4% de la valeur calorique. Et puis, le plus on monte, le plus donc de polyinsaturés on consomme, le plus l'HDL diminue. Par contre, les types hétérozygotes et homozygotes, ils ont des taux plus bas au début, mais profitent énormément d'un apport des acides gras polyinsaturés entre 4 et 8, ou même au-dessus de 8% de l'énergie consommée. Bon, si on regarde les recommandations générales, donc on a entre 7 ou 10% par jour. Ça veut dire que dans 70% des cas, ça va contribuer à des taux d'HDL protectifs plus bas chez les femmes. Donc, encore une fois, il faut toujours regarder un petit peu en détail les recommandations parce qu'ils ne sont pas toujours bons pour tout le monde. C'est bon pour les hommes, oui. C'est bon pour une partie des femmes, oui. Mais pour la majorité des femmes, ce n'est pas bien. L'autre acide gras intéressant, c'est l'oméga 9, donc entre autres l'acide oléique, donc présent dans l'huile d'olive. Et là aussi, il faut faire attention à certains polymorphismes. C'est le polymorphisme de l'ApoE, donc où on a trois types. Donc il y a le E2, le E3 et le E4. Donc et surtout le E4, il est extrêmement dangereux et délétère parce que il est associé donc à un taux d'HDL, des petites tailles denses d'LDL et d'LDL oxydé, une augmentation des triglycérides et une diminution des HDL, et surtout une augmentation de l'inflammation et le risque élevé d'avoir des maladies cardiovasculaires ou un Alzheimer. Donc là à gauche, vous voyez la proportion donc, dans la population. Donc le E2 homozygote est à 1%, E3, donc c'est la majorité à 60%, E4 homozygote à 2%, le E2 et E3 qui est en fait la variante optimale est dans 12%, et puis donc on a encore 25% d'hétérozygotes en E4. Donc ça veut dire qu'un quart, au moins un quart de la population européenne porte le gène
E4 et donc a un risque accru de maladies cardiovasculaires et de formation d'LDL de petite taille dense. Et c'est justement ces LDL de petite taille dense qui sont dangereuses. Les études ont montré que les hommes qui portent un polymorphisme E4, donc ne devraient surtout pas consommer de l'alcool parce que ça va augmenter le taux des LDL et diminuer la taille des LDL, tandis que les ApoE2, par exemple, eux, c'est le contraire. Donc, quand ils consomment de l'alcool, le taux des LDL va diminuer. Le régime méditerranéen, avec des acides gras monoinsaturés, donc en général, donc, apporte une augmentation de la taille des particules LDL pour les E3 et les E2 aussi. Ça veut dire que ça, c'est bénéfique. Donc, pour 60% ou 75%, non, ouais, 75%, 70% des cas, c'est bénéfique. Donc, et de là, on déduit que c'est bénéfique pour tout le monde. Mais non, ce n'est pas le cas parce que si vous êtes porteur de type 4, donc vous avez une diminution de la taille des particules LDL et ceux-là sont très, très dangereuses. Là, vous voyez par exemple ce qu'on appelle un lipoprine, donc c'est une électrophorèse du cholestérol. Donc, le graphique à gauche donc, montre un patient avec un taux normal de cholestérol total, d'LDL, mais un HDL abaissé. Donc, et là, en fait, c'est un patient qui a été sous traitement de statine. Donc, ce qui font les statines, c'est qu'ils diminuent effectivement le taux du cholestérol, mais de chaque variante du cholestérol. Par contre, ils ne diminuent pas les fractions dangereuses, ce qui est ici en rouge. Donc, les petites tailles denses en rouge, c'est des fractions dangereuses. À droite, vous voyez un patient qui a fait du Lipupro, par exemple, qui a un taux de cholestérol encore légèrement élevé, un LDL plus élevé, mais aussi un HDL, cholestérol élevé. Et là, vous voyez que son LDL ne contient que des particules larges et pas des particules denses et petites. Donc, autrement dit, à gauche, avec son cholestérol normal, c'est un patient à haut risque, tandis qu'à droite, avec un cholestérol légèrement élevé, mais sans petite taille dense, on a un low risque. Voilà, donc ça veut dire qu'un régime méditerranéen qui est fortement donc recommandé, puisque la majorité en profite, avec sa spécification de fruits, légumes frais et beaucoup d'huile d'olive, en fait, elle a été développée dans l'Est méditerranéen, sur Crète et ainsi de suite. Et là, on n'a pratiquement pas d'ApoE4. Donc là, effectivement, c'est vraiment bénéfique. Et c'est si bénéfique pour tous les porteurs donc, de E3 et E2. Par contre, en Europe centrale, donc on a 25% de porteurs ApoE4. Et là, le régime classique n'est pas nécessairement recommandé pour ces porteurs, parce qu'un quart de la population européenne, donc, ces recommandations nutritionnelles sont faux. Il faut faire attention. Donc, voilà. L'Imopro, c'est la base de l'immunonutrition. En fait, on a 6 tests au choix, vous savez, donc un Imopro Screen à 22 qui va jusqu'à un Imopro complet avec 270 aliments. Encore une fois, quel est le rôle des anticorps IgG? Ils reconnaissent un agresseur, ils neutralisent l'agresseur et ils forment des complexes humains. Par cette formation de complexes humains, il attire des phagocytes, il active le complément et il amène donc une destruction de ce complexe humain circulant, soit en circulation ou localement. Donc on va voir après la différence. Donc, en cas de bactérie ou de virus, c'est une protection contre l'agresseur parce que on évite la prolifération des agents infectieux. Et donc, en général, ça se limite à quelques jours, une semaine, et puis c'est fini. Tandis que pour un aliment, en fait, un aliment ne peut pas se multiplier. Donc, pourquoi l'attaquer? Donc, mais puisqu'on mange chaque jour, puisqu'on mange souvent les choses non compatibles, on va donc installer une réaction inflammatoire chronique. Quelles sont les maladies qui y sont associées? Donc, il y a des maladies auto-immunes comme l'Hashimoto, le côlon irritable, les maladies intestinales inflammatoires,
la migraine, les douleurs articulaires, fibromyalgie, asthme et pas mal d'autres. Il y a des symptômes systémiques, donc c'est-à-dire que ce n'est pas un organe précis qui est touché, mais le corps entier. Par exemple, c'est l'hypertension artérielle, un syndrome métabolique, l'obésité, la carence en fer, le diabète de type 2, la dépression ou une faiblesse générale. Donc, pourquoi tester les IgG avec notre test ImuPro? Parce que d'abord, on teste les IgG pro-inflammatoires et non pas les IgG4 qui sont anti-inflammatoires. Et donc là, c'est très, très important parce que seuls les pro-inflammatoires peuvent opsoniser, c'est-à-dire faire visible un antigène au système immunitaire, et il active le complément. D'un autre côté, c'est des anticorps persistants, donc ce n'est pas la bouffe de la veille qui nous fait avoir des anticorps, mais c'est quelque chose qui prend son temps, et dès qu'ils sont là, donc ils restent dans le sang pendant un certain temps. C'est aussi des anticorps stables, donc à plus de 7 jours à température ambiante, donc c'est relativement facile de prélever et de les transporter. Et donc, voilà, comme je l'avais dit, il y a peu d'IgG détectés avec ImuPro, IgG4 détectés avec ImuPro. Il n'y a pas d'interférence avec des médicaments. Donc, par exemple, si on prend de l'aspirine ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdales, il n'y a pas d'interférence du tout. Par contre, si vous faites un test fonctionnel, là, vous aurez donc une dépression de la réaction. Il n'y a pratiquement pas d'interférence avec des infections, et surtout, c'est une technique analytique reproductible avec une mesure objective. Et dans notre cas, donc, c'est quantifié selon les normes OMS et IVDR. Le concept, la plupart de vous le connaissent certainement. Donc, on a le résultat. Puis, donc, il y a des réponses positives, donc les IgG présentes. Donc, dans cette phase, donc, on fait une phase d'élimination. Donc, tous les aliments testés vont être éliminés de façon stricte pendant 5 à 6 semaines. Puis, donc, on peut faire une phase de provocation. Donc, ça, c'est intéressant, surtout si on a beaucoup d'aliments qui sont positifs, parce que parfois, il y a des réactions croisées qui sont cliniquement pas significatives. Donc, avec un test de provocation, donc, on peut tester quel aliment cause quel symptôme. Donc, ceci se fait donc par une réintroduction d'un aliment pendant un jour, et puis on observe la prise de poids et éventuellement donc des symptômes qui réapparaissent. Les aliments autorisés, on va les mettre en rotation. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas créer de nouvelles hypersensibilités à des aliments qu'on n'a pas l'habitude de consommer dans le passé. Et après, donc, il y a la phase de stabilisation, donc, c'est-à-dire il faut éviter les aliments déclencheurs au moins pendant 1 an, et les autres aliments sont autorisés en rotation. Donc, cette phase de provocation, elle est facultative, hein, donc ce n'est pas nécessairement une obligation de le faire, mais moi, je le recommande toujours parce que souvent, donc, les gens veulent savoir si ce sont les aliments préférés qui effectivement causent un problème, et avec cette provocation, c'est relativement facile de les identifier. Voilà, donc vous connaissez ça. Voilà, le développement des hypersensibilités alimentaires, donc souvent, donc, ils sont reliés donc, à une hyperperméabilité intestinale. Et donc, avec cette hyperperméabilité intestinale, il y a des fractions des aliments qui passent donc, la barrière intestinale et sont reconnus par le système immunitaire, qui va former des anticorps. Et après un deuxième, troisième passage, donc, ils vont les fixer et induire donc l'inflammation pour détruire ce complexe humain. Ce complexe humain peut être détruit en circulation, donc c'est-à-dire sans dégâts tissulaires. Dans ce cas-là, donc c'est une petite faiblesse qui s'installe, mais si ça se répète en permanence, dépendamment des prédispositions des patients, donc ça peut amener aux symptômes que j'avais nommés précédemment comme symptômes systémiques. Par contre, s'il y a un tissu sensibilisé, ce complexe humain peut s'attacher à la paroi du tissu et va être détruite localement.
cette destruction locale va donc induire aussi une destruction du tissu qui est concerné, et de ce fait-là, donc, va continuer à détruire le tissu, et à la fin du compte, il y a donc les symptômes spécifiques qui en résultent. Voilà. Cette vidéo, peut-être vous l'avez déjà vue dans une présentation précédente, mais je la trouve toujours intéressante parce qu'elle montre que les aliments, que certains aliments, donc auxquels il existe une hypersensibilité, peuvent induire une hyperperméabilité intestinale eux-mêmes. Donc ce n'est pas donc c'est l'aliment même qui cause dans ce cas-là donc cette perméabilité intestinale. Ce qu'on va voir maintenant, c'est donc des images prises en endoscopie après avoir injecté une substance fluorescente dans le sang, et puis donc un par un, donc on a injecté un antigène dans l'intestin. Et au bout de 15 minutes, vous allez voir, les barrières se sont ouvertes et le produit fluorescent va donc être relâché dans le lumen intestinal. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, là, il s'agissait effectivement de patients avec un côlon irritable, mais ce qui était intéressant, c'est que ce n'était pas chaque aliment qui causait le même effet chez chaque patient. Donc, ça veut dire que c'est vraiment spécifique au patient et à l'aliment. Donc, c'est encore une fois individuel. Donc, on ne peut pas nécessairement dire qu'à chaque fois qu'on mange quelqu'un qui a un côlon irritable et qui mange du gluten, que c'est toujours le gluten ou que c'est toujours le lait ou l'œuf ou je ne sais pas quoi, le soja. Donc, mais c'est individuel. Voilà. Et là, vous voyez, donc, c'est une vidéo qui, en fait, prend jusqu'à 15 minutes, où le processus prend 15 minutes, et vous voyez que là, donc, cette couleur blanche, là, c'est le fluorescent qui est relâché dans le lumen intestinal. Donc, ça veut dire qu'effectivement, dès qu'on a une hypersensibilité contre un aliment, cet aliment-là peut provoquer une hyperperméabilité intestinale et va donc déclencher d'autres hypersensibilités possibles. Voilà, comment ça se voit au niveau moléculaire. Donc, vous avez la muqueuse intestinale. Et là, donc, ce qui était très important, c'est quel est l'environnement dans l'intestin. Donc, généralement, donc, c'est le microbiome qui en est en cause. Donc, si vous avez un microbiome anti-inflammatoire, vous allez avoir plus de lymphocytes T-régulateurs qui priment. Dans ce cas-là, bon, il n'y a pas d'anticorps qui sont relâchés, mais il y a un TGF-bêta qui est produit, et ça induit une tolérance. Donc, ça, c'est bien sûr bien. Par contre, si vous avez plutôt un TH2, donc c'est-à-dire une réaction plutôt type humoral, type allergique, ça dépend si vous avez une surexpression de l'IL4, par exemple, ça va vous amener à un IgE. Si vous avez une surexpression d'IL10 qui est anti-inflammatoire, vous allez avoir de l'IgG4. Si vous allez avoir un terrain pro-inflammatoire, donc avec plutôt des TH17, vous allez avoir donc toute une partie d'interleukines pro-inflammatoires qui sont produites et qui sont à la source donc des IgG 1, 2, 3 pro-inflammatoires. Dans le premier cas, donc, on a une dégradation des mastocytes, libération d'histamine, donc c'est une allergie classique de type 1, symptomatique, même peut faire une anaphylaxie. Dans le deuxième cas, donc, avec les IgG4 qui est, disons, l'antidote de l'IgE, et c'est l'anticorps des allergologues, on a une fixation de l'allergène, elle est transportée jusqu'au foie, où elle est décomposée donc, par les macrophages. Et donc, on est toujours dans le contexte d'une allergie de type 1, mais asymptomatique. Donc, c'est ça, effectivement, la cause pour laquelle les allergologues disent que les IgG sont plutôt un facteur de tolérance, mais ça s'applique qu'aux IgG4 et non pas aux IgG1, 2, 3. Parce qu'eux, ils sont pro-inflammatoires, ils activent le complément, ils activent la phagocytose par neutrophile. Et là, donc, on est dans le contexte d'une allergie de type 3 ou inflammation chronique, si l'aliment, bien sûr, est consommé régulièrement. Voilà, au niveau
dépression, insomnie par exemple, donc le processus est relativement clair. L'inflammation va causer donc des interleukines pro-inflammatoires qui vont induire une enzyme qui s'appelle IDO. Et cette enzyme IDO donc, fait une conversion du tryptophane en kynurénine, qui lui est neurotoxique et depuis peu de temps est mise en relation avec la sclérose en plaques et donc l'ALS. Donc, tout en transformant le tryptophane en kynurénine, donc il n'y a plus de tryptophane ou peu de tryptophane disponible pour la sérotonine, donc l'hormone qui nous fait heureux. Et à la fin du compte, donc ça fait une dépression, ça nous donne un état dépressif. En même temps, donc, on a une réaction du corps contre l'inflammation avec une augmentation du cortisol. Et cette augmentation du cortisol qui est l'antidote de la mélatonine avec une dépression de la sérotonine, donc il n'y a pas de sérotonine qui peut être convertie en mélatonine. Donc avec ce double blocage de la mélatonine, on arrive à une insomnie et souvent donc les dépressifs ont des problèmes de sommeil et ça devient un cercle vicieux à la fin. Et donc là, encore une fois, enlever ce que vous pouvez enlever en termes de causes inflammatoires, notamment les aliments, et vous allez avoir donc un résultat impressionnant. Et ça se voit par exemple sur ce graphique-là. C'est une étude qu'on a faite il y a 20 ans déjà, chez moi au labo. Et donc, on a comparé donc, les produits, les symptômes au niveau intestinal et ceux de troubles de comportement. Et à la fin du compte, on voit qu'effectivement, donc, on a un taux plus élevé en élimination totale des symptômes pour le côlon irritable, mais on a quand même un taux très élevé aussi pour tout ce qui est troubles de comportement. Et à la fin du compte, on voit que le taux total est plus ou moins identique pour les symptômes du côlon irritable et les symptômes du trouble de comportement. Ben, ce n'est pas très surprenant non plus. Bon, au début, j'étais un petit peu... je n'étais pas sûr de moi parce que je pensais que j'avais fait des erreurs de calcul, mais à la fin, si on voit les choses de façon correcte, bon, on dit que l'intestin est le deuxième cerveau, et bien effectivement, donc si l'intestin est perturbé, donc aussi les troubles de comportement sont impactés, et ça fait absolument du sens que les deux vont ensemble. Dernièrement, donc, il y a eu une publication qui a fait un buzz en France, parce que dans le gym, on l'a intitulé « Un électrochoc dans les approches diététiques du côlon irritable ». En fait, il s'agit d'une étude qui a été effectuée avec apparemment donc, un nouveau test d'IgG anti-alimentaire. Et on a vu donc qu'il y a une amélioration si les gens donc, font un régime d'élimination basé sur le test. Le problème, c'est que si on regarde les chiffres un petit peu en détail, en fait, la cible était une diminution de 30% des symptômes. Donc, 30%, c'est quand même pas énorme. Et on voit que 59%, donc, tout confondu, ont eu cette amélioration. Et surtout, donc, si on regarde les gens qui ont eu des problèmes de constipation ou problèmes mixtes, là, le taux est encore un petit mieux. Donc, il est à 67% et 66%. Mais il faut voir aussi que le groupe de contrôle a aussi donc eu quand même 35 à 30% d'amélioration. Donc, c'est mieux que rien, mais c'est quand même pas un électrochoc, honnêtement. Par contre, si on regarde l'étude qu'on a fait avec Dimipro, et donc là, on trouve quand même des valeurs complètement différentes. Et dans cette étude, on a donc comparé l'effet d'un régime d'élimination rotation, donc IgG, contre des approches comme le FODMAP ou une diète de contrôle. Donc, on a vu que notre régime IgG donc, était effectif dans 90% des cas. Donc, ça veut dire
et ça comparé à 34% pour le FODMAP. En fait, ça rejoint, si on regarde les publications, donc en général, les FODMAP sont effectifs dans 34% des cas, dans 30% des cas, mais avec un régime d'élimination, on arrive à 90%. Pourquoi il y a cette différence entre nos tests et celui que je viens de vous présenter? Ben, c'est le nombre d'allergènes qu'on a regardé. Donc, c'est avec 18 allergènes qui ont été testés dans le test précédent, on en rate pas mal, on passe à côté de beaucoup de réactifs individuels. C'est-à-dire, mais avec un panel comme nous, avec 270, on rate rien. Donc, on est pratiquement à 100% de ce que les gens mangent et régulièrement, et donc là, on tombe bien, et si on élimine les aliments positifs, on peut avoir donc ce taux d'efficacité de 90%. Voilà, là, on voit les détails de l'analyse, donc encore une fois, les FODMAP, donc là, 38% pour les douleurs abdominales, avant les repas, après les repas, douleurs pendant la défécation et sensations de défécation incomplète, donc on a bien sûr une amélioration, mais que à 38%, tandis que si on regarde le groupe IgG, on arrive à 86%. Le groupe témoin, dans notre cas, il était non significatif, il n'y avait que 5%. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est l'apport en nutriments. Donc, on nous reproche toujours quand on crée des déficiences nutritionnelles. Dans cette étude, on a regardé un petit peu aussi cet aspect-là. Et donc, on voit qu'on a un apport augmenté en acides gras monoinsaturés, en polyinsaturés, en fibres alimentaires, en vitamine A, vitamine D, vitamine E, magnésium, iode et fer. Donc, c'est-à-dire, déjà, on a une alimentation anti-inflammatoire dans la définition classique. On a eu une diminution de l'apport en cholestérol, en glucides, en vitamine C, en vitamine B2, en folate et en calcium. Donc, bon, le cholestérol et les glucides, ce n'est pas grave. Les vitamines C, les vitamines B2, folate et calcium, donc peut-être on prend ça en compte et on supplémente si on fait un régime d'éviction, ce serait pas mal. Par contre, si on regarde le FODMAP, donc on a aussi un peu d'acide gras, une augmentation des acides gras, c'est bon, mais aussi du cholestérol, un peu de calcium. Mais il y a quand même un apport diminué en énergie, en fluide, en glucides, en fibres alimentaires, ce qui n'est pas bon pour la flore, en vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine C, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B12 et le folate, ainsi que le magnésium, le fer et le iode. Donc, on voit quand même que des régimes acceptés par la société médicale, comme le FODMAP, amènent quand même une diminution des micronutriments beaucoup plus importante qu'un test d'élimination et rotation. Donc, en résumé, donc, on a une approche personnalisée pour ImmuPro. On attaque la réponse immunitaire, on aborde en fait tous les problèmes liés à la santé intestinale, on améliore la comorbidité, parce que là, encore une fois, donc, je passe cette diapo ici, mais on a vu que à 90%, au plus de 90%, les gens ont amélioré leur migraine, leurs problèmes de peau et d'autres par contre, avec le FODMAP, il n'y avait aucune amélioration. Donc, on ne crée pratiquement pas de carence nutritionnelle et parfois, donc, on combine même indirectement une réduction des FODMAP quand vous êtes réactif, par exemple, aux légumineuses qui sont riches en fibres, qui sont mal digérées, donc qui sont des FODMAP, automatiquement, on les élimine aussi. Pour les FODMAP, c'est un régime alimentaire pour tout le monde, donc il n'y a pas de personnalisation. Parfois, c'est difficile à suivre. C'est principalement lié donc, à une flore dysbiotique, c'est-à-dire la flore intestinale, donc elle fait trop de gaz, elle digère mal ou trop les fibres, ce qui vous rend donc les problèmes. Si probablement donc on travaillait plus sur la flore, on n'aurait pas besoin de faire un régime FODMAP. Pour cette raison, donc, ce principe de fermentation, donc c'est principalement le ballement qui est adressé et
ce régime crée donc des carences alimentaires. Donc, on a encore le gluten, bien sûr. Le gluten, c'est un acteur qui induit donc, des maladies auto-immunes. Donc, il y a des réactions croisées entre le gluten et le lait de vache. Donc, la caséine, le lactosérum, la levure, l'avoine, le blé, le millet, le café, le riz. Et surtout, donc, il y a un énorme panel de tissus qui ont une réaction croisée à la gliadine. Donc, c'est-à-dire surtout pour les épitopes qui sont sur la surface d'un tissu. Si on a des anticorps anti-gluten, ils peuvent aussi attaquer donc, le tissu directement. Donc là, vous voyez un petit peu les graphiques de cette étude de Vojani qui a démontré tout ça. Donc, il faut faire la différence entre la maladie cœliaque et l'intolérance au gluten non cœliaque. Donc, à droite, vous voyez toute une panoplie de maladies auto-immunes qui sont liées à la maladie cœliaque, donc qui sont décrites comme complications d'une maladie cœliaque. Mais si vous regardez le nombre des personnes qui ont un Hashimoto, c'est clair qu'il y a beaucoup plus d'Hashimoto sans maladie cœliaque que des Hashimoto avec maladie cœliaque. Donc, ou d'autres aussi. Hein. Donc, on a souvent des gens qui ont ce genre de maladie, mais qui ne sont pas cœliaques. Mais souvent, et ça donc on le sait, souvent, ils ont une intolérance au gluten non cœliaque. Et notre ami Roger Mussy, il a fait une grande étude là-dessus, il a montré qu'effectivement c'est le cas. Donc, dans ces patients, donc, il y avait des problèmes des problèmes donc, de santé. Il a fait faire des tests, et il a fait faire des tests IMIPRO et des tests spécifiques donc, à la maladie cœliaque, donc les antigliadines qui sont faits dans chaque labo. Et en fait, ce qu'il a eu, c'est effectivement, donc on a eu dans son collectif 2% de patients qui sont cœliaques, 53% qui n'ont aucun problème avec le gluten et 45% donc des gens symptomatiques qui avaient donc une maladie, une sensibilité non cœliaque au gluten. Et donc, c'était une étude, à mon avis, très, très importante qui montre, et ce qui était intéressant, que les 45%, ils ont amélioré leur santé tout en évitant le gluten. Donc, ce n'est pas seulement des résultats de labo, mais on a aussi derrière donc, la symptomatique des patients. Il a aussi donc donné des cas d'un Hashimoto, par exemple. Ici, c'était un Hashimoto qui a été diagnostiqué en mars 2016 et le docteur Mussy donc, a pris en charge le patient en septembre. Donc, avec une TSH encore très élevée, des anti-TPO élevés, des anti-TG élevés, avec des fatigues, perte de cheveux cassants, problèmes de peau, visage. Il a changé le traitement. Donc, au début, le patient a eu un autre médicament. Et donc, en octobre, le patient est revenu. Donc, il a vu que la TSH s'est améliorée, c'était bon. En général, c'est la seule valeur qui est regardée, et si elle est dans la norme, l'homologue, il est content. Par contre, le taux d'anti-TPO a augmenté et l'anti-TG aussi. Et il y avait toujours des symptômes persistants. Donc, ceci l'a amené à faire un test d'IMIPRO en novembre. Et bon, après donc 3 mois d'éviction alimentaire, le taux de la TSH est resté le même, mais l'anti-TPO a quand même baissé déjà de pratiquement 1000 à 325. Mais ce qui était plus important, c'est qu'effectivement, donc, les symptômes ont disparu après une semaine. Donc, quelques mois plus tard, donc, d'autres tests ont été faits et on a vu que la TPO se normalisait complètement. Et ce qui est plus important encore, c'est qu'il n'y a eu aucun symptôme. En fait, ce qu'on voit ici, c'est très clair. Donc, cette personne a eu des problèmes d'IgG alimentaire avec des complexes humains qui se collaient sur la thyroïde. Parce que la TPO, c'est une molécule intracellulaire. Donc, même s'il y a une réaction croisée, l'anticorps ne peut pas pénétrer la cellule et donc ce n'est pas normal qu'il y ait un taux de TPO si élevé.
Donc, autrement dit, c'est la cellule, le complexe humain circulant qui s'est collé sur la thyroïde, qui a été attaquée par les neutrophiles et donc a été détruite. Mais en même temps, l'intégralité cellulaire a aussi pris son coup et il y avait de la TPO qui a été relâchée dans le sang et c'est là où le système immunitaire a réagi. Et donc maintenant, tout en éliminant ce processus, en éliminant les aliments pro-inflammatoires, il n'y avait plus de TPO relâchés et donc du coup, les anticorps anti-TPO ont aussi complètement diminué et se normalisé. Le deuxième cas qu'il nous a donné, c'est un cas d'un Hashimoto connu depuis 15 ans. Et donc, là, encore une fois, l'hormonologue était plus très content parce que la TSH était à 0,55, donc relativement bas, mais elle avait un taux d'anti-TPO de 2500. Et des problèmes digestifs, des migraines, des fatigues, des rainures. Elle ne pouvait pas croiser les jambes, les yeux gonflés, mais elle était sous traitement de 100 mg de lévothyrox. Donc, le mois prochain, donc, un test IMUPRO a été fait et l'élimination donc a été installée et relativement vite, donc après l'élimination, il n'y avait plus d'IgG, il n'y avait plus de symptômes. Et 6 mois plus tard, donc le taux de TSH était toujours très bas, mais vous voyez, le taux d'anti-TPO a diminué de plus de 90%. Donc encore une fois, là, donc une patiente qui a souffert pendant 15 ans avec un traitement classique sans effet positif, donc a complètement éliminé ses symptômes, tout simplement en évitant les aliments IgG positifs. Donc il y a plein de publications qui montrent effectivement donc l'effet positif d'une telle alimentation. Donc on a sur l'obésité, l'Hashimoto, sur le côlon irritable, sur l'obésité, sur maladie de sensibilité au gluten non cœliaque. Il y a dépression, il y en a plein, de fibromyalgie, il y a des études sur des sportifs, sur des migraines, donc sur le Crohn, donc il y en a plein. Si vous voulez les avoir, vous nous contactez s'il vous plaît. Maintenant, si on regarde de plus près les aliments soi-disant anti-inflammatoires, donc ceux qui sont en permanence recommandés aux gens, par exemple les fruits rouges. Les fruits rouges sont riches en fibres, en antioxydants, bien que ces polyphénols ne sont pas bien résorbés, donc ce n'est pas nécessairement notre organisme qui en profite, mais c'est principalement le microbiote qui en profite, ce qui est bon bien sûr, mais il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui ont des réactivités contre ces aliments-là. Et donc, si on regarde les framboises, bon, c'est 13, 7, 8%, ça va encore. Mais an apple a day keeps the doctor away, comme on dit en anglais. Donc, il y a quand même 24% des gens qui ne tolèrent pas les pommes, 27% les oranges, toujours recommandé pour la vitamine C, ou les raisins aussi, 20%. Et surtout, ce qui est important, c'est des aliments qui sont très, très riches en sucre, donc pas bien d'en consommer trop non plus. Si on regarde le brocoli, par exemple, aussi recommandé comme aliment anti-inflammatoire, vu ses ingrédients, mais là, on tourne à un quart de la population qui ne les tolère pas. Et moi, je peux vous dire que si moi je mange du chou, ben, c'est pas bon du tout. Hein, donc, je suis réactif au chou. Donc, il faut faire attention avec des recommandations tout court pour tout le monde. Et avec un IMUPRO, donc on peut identifier les sensibilités individuelles des gens et adapter, disons, les recommandations de ces aliments qui sont certainement bien, mais comme je dis, pas pour tout le monde. Les noix et coco, riches en polyphénol, en phytostérol, très recommandés pour réduire l'inflammation. Encore une fois, entre 20 et 30% sont réactifs à ces aliments-là. Et le docteur Mussy, je ne sais pas s'il nous écoute aujourd'hui, il peut nous dire que juste l'amande, par exemple, peut être très, très nocif pour certains gens à qui on l'a recommandé. Les légumineuses, pareil, donc à part du curcuma qui est moins souvent positif, on tourne entre 20 et 30% de réactivité. Les poissons gras, on voit les poissons, ça va autour de 10%, mais quand même,
si moi je suis dans les 10%, je ne vais pas avoir la recommandation de manger du saumon si je ne le tolère pas. Aussi les graines de lin, par exemple, comme source d'huile polyinsaturée, donc d'origine végétale, il y a quand même 20% qui ne la tolèrent pas. Pareil pour l'olive, 14%, et les noix, 19%. Et le pire, bien sûr, c'est les grains entiers. Donc, on vous dit toujours de ne pas manger du pain blanc, mais prenez du pain complet. Mais le pain complet, c'est la même chose. Hein. Donc, il y en a même plus de protéines dans le pain complet que dans le pain blanc. Et si vous regardez les chiffres là, donc surtout le blé, là, à 55%, bon, la moitié, disons quasiment la moitié de la population, ces recommandations ne sont pas adaptées. En plus, on trouve 62% de réactivité contre le gluten. Donc, bien entendu, ce n'est pas des cœliaques, mais c'est des sensibilités au gluten non cœliaques. Et dans le pain complet, il y en a quand même. C'est la même chose que pour le pain blanc. Donc, recommandé avec précaution, à mon avis. Donc, si vous voulez vraiment faire quelque chose pour votre santé, bon, aujourd'hui on appelle ça biohacking, c'est-à-dire auto-optimisation. Ben, IMIPRO est pour moi une des bases principales pour avoir un succès dans cette entreprise, car il y a une réduction de la charge inflammatoire, il y a une réduction du stress oxydatif, il y a une amélioration de la santé des mitochondries, vous allez avoir un meilleur sommeil, vous avez une meilleure amélioration de la sérotonine et du fait avoir un meilleur, moins de troubles de comportement. Ça améliore le niveau des neurotransmetteurs, donc ça augmente la résilience au stress. Et donc, vous avez une régénération meilleure et beaucoup plus rapide, surtout en tant que sportif. Et tout ça, donc, on a même des études qui le démontrent. Donc, quel est donc l'intérêt de faire un test d'IMIPRO? Le test d'IMIPRO est indiqué dans toute maladie inflammatoire chronique. Identifier les aliments pour identifier donc les aliments pro-inflammatoires, éviter les aliments détectés et jugés positifs, changement alimentaire personnalisé, prévention de maladies inflammatoires chroniques, et bien sûr, dans le biohacking, c'est l'outil essentiel. Bon, à droite, vous voyez toutes les maladies possibles qu'on peut améliorer. Donc, si vous avez un aliment et vous n'êtes pas sûr, donc bon, vous faites un test d'IgG. Bon, vous n'avez pas de réaction immunitaire, donc vous pouvez consommer cet aliment, donc soi-disant anti-inflammatoire, tout en évitant les aliments pro-inflammatoires connus comme les acides gras et les sucres. De cette façon-là, vous ne faites pas d'erreur, ça va bien. Par contre, si vous avez une réaction immunitaire, ben, même contre un aliment soi-disant anti-inflammatoire, il faut l'éviter. Et donc, éviter donc, les sucres, les acides gras trans et les réactions immunitaires IgG positifs. La santé n'est pas un sens unique, donc la prévention, la médecine fonctionnelle, le biohacking, donc c'est un puzzle avec différentes approches. C'est important de ne pas se focuser que sur un seul aspect. Donc aujourd'hui, on a principalement parlé de l'immunonutrition, mais bien sûr, il y en a d'autres qu'il faut prendre en compte aussi. Le stress psychique, l'environnement dont on se retrouve et tout ça. Donc, travailler sur plusieurs plans et les intégrer. Avec IMIPRO, donc je mange ce qui me réussit, c'est-à-dire identifier, éviter les agresseurs, adopter une alimentation anti-inflammatoire personnalisée. Donc les aliments soi-disant anti-inflammatoires qu'on a vus, donc les fruits rouges, etc., riches en polyphénol, ben, ils sont surtout bons pour le microbiote. Donc si vous les tolérez, bien sûr, vous pouvez les manger, vous devez les manger, c'est bon, ça augmente la résilience. Et bon, en France, je sais que c'est un peu difficile de faire des prédispositions génétiques, mais comme je l'ai montré, c'est quand même intéressant de les connaître parce que pas tous les conseils généralisés s'appliquent à moi ou à vous, hein, donc à vos patients. Donc, c'est ce que je voulais dire, il faut intégrer plusieurs aspects pour avoir être en bonne santé. Donc, je mange ce qui me réussit.
des réactions IgG, les prédispositions génétiques, on utilise les aliments anti-inflammatoires et on a une mise en scène personnalisée. Et pour finir, donc, je vais vous encourager à acheter ce livre. Je mange ce qui me réussit. Donc, j'ai souvent pris ce titre de mon collègue Roger Mussy parce que dans son bouquin, il a effectivement donc décrit plus ou moins tout ce que j'ai dit aujourd'hui, avec beaucoup d'exemples cliniques, des témoignages, des foires aux questions et des adresses pratiques. Donc, c'est vraiment un guide très très pratique pour adapter donc l'immunonutrition en fin de compte. Voilà, vivez une vie plus saine parce que ça marche, c'est accurate et c'est individuel. Voilà, merci bien pour votre attention et maintenant je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup Camille pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation. On va passer aux questions. Donc j'en ai déjà une ou deux par écrit. Je vais vous les lire et puis si vous souhaitez les poser directement, vous pouvez réactiver vos micros et intervenir, il n'y a pas de problème. Alors, je commence avec la première question. Le fait que IgG1 est la sous-classe la plus abondante dans le sérum et est généralement la réponse prédominante aux antigènes protéiques. IgG2 est la deuxième sous-classe la plus abondante et est souvent la réponse principale aux antigènes polysaccharidiques, classiquement bactériens. Et IgG3 représente une plus faible proportion et est souvent impliqué dans les réponses aux antigènes protéiques, classiquement décrites pour les infections virales et parasitaires. Y a-t-il un intérêt à garder les 3 IgG ou est-ce que leur séparation lors de l'analyse est techniquement trop complexe? Bon, premièrement, effectivement, ce serait extrêmement complexe et ça triplerait le prix. Donc, et en fait, ça n'a pas de sens. Donc, s'il y a une sous-classe qui est présente et si elle reconnaît l'antigène, c'est bon. C'est-à-dire, elle va se fixer dessus et elle va donc générer une inflammation. Donc, je ne pense pas que ce soit intéressant de les séparer. En plus, ce n'est pas si strict que ça. Donc, on connaît le phénomène du class switching en anglais, donc c'est-à-dire du changement des classes avec le temps. Donc il y a effectivement donc des réactions immunitaires qui peuvent débuter avec un IgG1 par exemple, et plus tard donc on va avoir des IgG3, on va avoir des IgG2 ou ainsi de suite. Donc ça dépend. Les IgG2, c'est vrai, ils sont plutôt pour les polysaccharides, mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de glycoprotéines aussi, donc, qui sont antigéniques. Et donc, dans ce cas-là, c'est l'IgG2 qui reconnaît la partie glycémique donc, de la protéine, de la glycoprotéine. Donc, non, je ne pense pas que c'est intéressant de les diviser. Ce qui est plus important, c'est de ne pas détecter les IgG4. Mais heureusement, ceux-là sont encore moins prédominantes dans le sang, donc ils sont plus de 10 fois moins concentrés que les autres. Et de ce fait, on a adapté nos seuils pour effectivement ne détecter que des IgG4 quand ils sont extrêmement hauts. Et là, on va les trouver donc dans les valeurs basses. Mais sinon, je pense que aussi, bon, on est déjà très cher, hein, donc si on partagerait encore dans 3 sous-classes ou 4 sous-classes, ce serait plus finançable. Après, la question, pouvez-vous réexpliquer comment sont calculés les résultats? Vous aviez indiqué que maintenant les normes par aliment étaient variables par aliment, nota bene avant, norme positive au-dessus de 7,5 microgrammes par millilitre. Oui, en fait, dans le passé, c'était aussi plus ou moins avec des références variables, mais on les a normalisées. C'est-à-dire, on a fait des courbes de Gauss pour voir où se trouve la population négative. Et donc, donc on a eu donc, plusieurs courbes. Hein, donc, c'est tout un truc de courbes. Et pour faciliter, donc, en fait, la lecture, on a dit, on va les amener à un seuil. Donc, c'est-à-dire, on a multiplié les aliments avec les résultats avec un facteur pour les normaliser. Donc c'est une méthode qui est applicable, mais avec la nouvelle norme IVDR, on n'a plus le droit de manipuler des valeurs, et donc on a donc établi donc des valeurs spécifiques pour chaque aliment et on les renseigne. On a fait donc pas mal d'études là-dessus, bien sûr, et on a vu qu'effectivement, donc, les résultats
dévie pas. Donc, il reste. Donc, si vous avez un résultat ancien et un aujourd'hui, et que vous n'avez rien changé, vous allez retrouver les mêmes choses. Hein. Donc, pas nécessairement les mêmes valeurs, mais les mêmes classifications. Donc, en fait, c'est une amélioration qu'on a apportée. C'est devenu peut-être un peu plus difficile à lire, mais à la fin du compte, puisque c'est visualisé par des couleurs, je pense que c'est quand même relativement simple. Pour motiver un patient, compte tenu du coût, est-il judicieux de faire une biologie balance TH1, TH2, TH17 TREG? Non, parce que en fait, c'est pas évident de le faire. Donc, oui, il y a peut-être des instituts de recherche qui peuvent le faire, mais c'est définitivement pas à la portée de tout le monde. Et dans ce cas-là, non, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un microbiote, effectivement. Donc, on peut faire un microbiote et en déduire s'il y a plutôt un microbiote pro-inflammatoire ou non inflammatoire. Est-ce que le sucre de canne bio, le rapadura, le sucre de coco, d'érable, le miel sont bons à consommer pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou vous conseillez de tout bannir? Bah, le glucose et les glucoses. Le fructose, c'est le fructose. Donc, l'origine n'est pas nécessairement, pour moi, au niveau moléculaire, c'est la même chose. Donc, oui, ok, il y a des aliments qui sont pas raffinés, on a encore d'autres ingrédients qui sont peut-être plus favorables que le sucre blanc. Mais en général, je conseillerais de diminuer dans la consommation de sucre, tout court. Merci beaucoup à tous, merci Camille et puis, on vous dit, à très bientôt pour un prochain webinaire.